Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV 19h45, le journal dans l'actualité de ce mardi 4 août 2020. Des remous en vue dans le secteur de la santé alors que le coronavirus fait des ravages dans le pays. Les syndicats de la santé et de la justice sociale prévoient d'observer une rétention d'informations dès le 31 août prochain. Ils réclament ainsi une amélioration de leurs conditions de travail. La presse sénégalaise se solidarise pour dénoncer ensemble en une seule voix l'attaque perpétrée hier dans les locaux du quotidien Les Échos. Indignée, la coordination des associations de presse exige la finalisation des textes du nouveau code de la presse. Fortement critiqué pour avoir augmenté ses tarifs Internet, Orange Sénégal s'explique. L'opérateur de téléphonie qui compte 10 millions d'abonnés affirme qu'il n'y a aucune hausse mais plutôt une baisse de tarifs et comment on le verra dans cette édition. Les images sont spectaculaires. Une explosion assez inédite à Beyrouth au Liban. Un nombre de morts et de blessés non encore définis selon les autorités locales. Nous en parlerons tout à l'heure avec Cheikh Hassan Afal dans la page internationale. Suivront ensuite les sports avec Fodé Gassama. Le développement, c'est tout de suite. Cela fait maintenant plusieurs mois que les syndicats de la santé et de la justice sociale alertent sur leurs conditions de travail. Pas de solution. Jusque-là, ils ont donc décidé d'aller vers une rétention d'informations dès le 31 août prochain. Pape Ibrahim Mandiaye a suivi la marche de contestation ce matin. La musique était au rendez-vous, les forces de l'ordre également, la mobilisation un peu moins, mais pas question d'abdiquer. Le cadre unitaire des syndicats de la santé et de la justice sociale s'est déconfiné pour manifester son mécontentement aux autorités sanitaires. Ses membres ont marché de l'ENDS au ministère de tutelle pour alerter l'opinion. La rétention d'informations, c'est à partir du 31 décembre. 31 août, à partir du 31 août, tout ce qui est données sanitaires, nous allons les bloquer. Pourquoi nous allons les bloquer? C'est pour montrer aux bailleurs que c'est nous qui détenons le système. Parce que les gens, le système de décaissement d'argent est basé sur les résultats que vous les donnez. Mais si vous n'avez pas ces informations, vous n'aurez pas de quoi, en tout cas, pouvoir faire décaisser le restant de l'argent. À partir de ce 31 août, nous allons commencer à la rétention d'informations sur l'ensemble du territoire national. Le recrutement de 1500 médecins et agents professionnels de la santé annoncé par le chef de l'État n'a pas suffi pour calmer leur colère. Chersek, son coordonnateur et ses camarades demandent plus de considération et relancent leur plateforme revendicative. Il n'y a pas d'éléments qui nous permettent en tout cas de gagner aisément notre vie. On ne peut pas être là dans le système, dans les zones les plus reculées du Sénégal, que ce soit à Saraya, à Salemata, à Bandafassi, à Khossantou, où des infirmiers, des sages-femmes ont empêché ou en tout cas ont ralenti le taux de létalité ou de mortalité du paludisme, la lutte contre la diphtérie, le tétanos, coqueluche, poliomyélite et rougeole. Ces mêmes personnes aujourd'hui, depuis 10 ans pour certains, ont obtenu leur diplôme et continuent à être contractualisés. Ils ne sont même pas intégrés dans la fonction publique. Ces femmes et hommes en blouse blanche sont également en première ligne pour combattre la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ils décrivent un ministère dépassé par l'ampleur de la maladie. Aujourd'hui, chaque jour, le nombre de cas augmente de façon exponentielle. Et on a sous-estimé les chiffres. Je vous le dis, nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes dans les postes de santé, nous sommes dans les centres de santé. Parce qu'aujourd'hui, on ne teste même plus les cas contacts. Ça veut dire que, alors qu'auparavant, les cas contacts ou asymptomatiques constituaient plus de 60 à 70%. Si aujourd'hui, ça veut dire qu'on a 100 malades qui sont symptomatiques, essayez de multiplier ça par 6 ou par 7. Vous verrez le nombre réel de malades actuellement qui est en circulation et qui sont de potentiels dangers pour la population. Les cadres unitaires des syndicats de la santé et de la justice sociale n'ont pu s'approcher davantage des locaux du ministère à cause du dispositif sécuritaire. Mais cela n'a pas freiné les ardeurs de ses membres. Ils promettent de dérouler leur plan d'action le 31 août prochain si les autorités sanitaires ne réagissent pas.
Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye. La presse sénégalaise s'est constituée en un seul front pour soutenir les confrères du quotidien Les Échos. Au lendemain de l'attaque dans les locaux du journal, la coordination des associations de presse sonne la pression afin que l'État du Sénégal finalise les textes qui régissent le nouveau code de la presse. La CAP se dit indignée par cette agression. À ce propos, le président du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse en ligne, Mamadou Ibrakan. Nous, association de la presse, regroupés au sein de la coordination des associations de presse du Sénégal, CAP, dénonçons avec la dernière énergie l'agression perpétrée contre le siège du journal Les Échos par un groupe d'individus le 3 août 2020. Cet acte de terreur, lâche et visiblement planifié et coordonné, appelle une condamnation de tout patriote soucieux du devenir démocratique de notre pays, le Sénégal. Cette tentative de museler la presse sénégalaise intervient dans un contexte où cette vaillante corporation n'a pas fini de pleurer la perte de soldats de la démocratie. La CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement de la République du Sénégal afin que la sécurité des journalistes soit une réalité institutionnelle, d'abord avec le parachèvement des textes réglementaires qui sont toujours en souffrance dans les arcanes du pouvoir. La CAP se réjouit de l'élan d'indignation noté chez tous les républicains et espère promptement que la suite judiciaire qui sera attachée à cette affaire sera assez exemplaire pour que de pareilles agressions ne se reproduisent dans notre espace public. Et selon nos informations, 6 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. La section de recherche va les auditionner et l'enquête est en cours. L'augmentation de ces tarifs a suscité une vague de polémiques et de contestations, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Orange Sénégal tente de s'expliquer. Ses responsables déclarent qu'il ne s'agit pas d'une hausse de tarifs, bien au contraire. Leurs arguments dans ce compte-rendu signé Nancy Diouf. La hausse des tarifs d'Internet a suscité récemment un débat sur les réseaux sociaux, avec Orange Sénégal au cœur. Sa nouvelle gamme de forfaits sur le marché révolte. Le contexte est lié, sans doute, vous l'aurez compris, au lancement de la nouvelle gamme de forfaits Illimix Orange et Mixel qui viennent avec Orange. Donc on a eu affaire il y a de cela quelques jours, le 22 juillet. Quelques clients donc ont malheureusement mal compris et mal interprété, disons, quelques offres, notamment les Illimix Moi 4500 et 7500. Et partant de là, il s'en est suivi un bad buzz, ce qu'on peut appeler un bad buzz, tendant à faire croire à l'opinion publique que Orange a procédé à une hausse tarifaire. Donc l'exercice de tout à l'heure était de montrer que c'est tout à fait le contraire, parce que Sonatel, conformément à sa stratégie et conformément à sa politique de toujours, s'est inscrit résolument sur une orientation de toujours accompagner ses clients pour un meilleur usage donc des services de télécommunication, avec surtout une expérience client incomparable. D'après l'opérateur, cette nouvelle gamme de forfaits est juste incomprise par les Sénégalais, mais présente plusieurs avantages. Nous avons apporté avec la nouvelle gamme une innovation de taille, c'est-à-dire la possibilité offerte à nos clients maintenant de pouvoir combiner les forfaits entre eux. Et quand on parle de combinaison de forfaits entre eux, c'est-à-dire que le client peut souscrire à un forfait semaine, ajouter un forfait mois, et en faisant ces combinaisons, il peut se retrouver avec un budget maîtrisé. Typiquement, pour donner un exemple, pour un ancien client qui déboursait 5 900, il peut retrouver les mêmes usages en faisant des combinaisons entre Illimix avec un prix qui passe de 5 900 à 5 200, soit moins 700 francs, tout en maintenant les avantages qu'il avait sur son ancienne offre Illimix 5 900, aussi bien en termes de minutes d'appel que de MO Internet. Selon Orange Sénégal, de 2017 à 2020, les prix de l'Internet n'ont cessé de baisser
offrant ainsi à ses clients une connexion Internet haut débit. La réaction du mouvement Y en a marre n'a pas tardé. Son coordonnateur Aliou Sané estime que Orange est en train de narguer les Sénégalais. Sa manière de rejeter les explications des responsables de l'opérateur de téléphonie. L'ultimatum est donc valable jusqu'à ce vendredi pour que Orange revoie ses tarifs et passer cette date. Le boycott du réseau va entrer en vigueur. Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre, joint par Mili Maramdjaï. Rien que l'année dernière, pour l'année 2019, Orange a réalisé des bénéfices à hauteur de 196 milliards de francs CFA. Cette société ne peut pas se comporter de la sorte, ne pas respecter ses clients, ne pas respecter en fait les Sénégalais, notamment à travers cette hausse injustifiée en fait de ces tarifs. Aujourd'hui, la sortie en fait de Orange nous montre deux choses. Premièrement, ils sont secoués en fait par toute cette dynamique-là. Ça, c'est sûr et certain. Et deuxièmement aussi, ils profitent de cette sortie en fait pour narguer les Sénégalais, pour en fait réduire toute cette contestation populaire qui est partie des réseaux sociaux à la frustration de quelques-uns sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, pour dire aux Sénégalais que vous parlez de hausse, en fait, il ne s'agit pas de hausse en fait des tarifs, c'est une baisse en réalité. Il n'y a pas pire insulte que l'on puisse faire aux abonnés sénégalais. Et la dernière chose, c'est que Orange nous dit qu'ils ont près de 10 millions d'abonnés au Sénégal et que malgré cette contestation, ils n'ont pas en fait noté beaucoup de départs d'abonnés qui ont quitté Orange. Donc c'est pourquoi tout de suite le mouvement Y en a marre, à travers ses réseaux sociaux, lancer cet appel pour réitérer la journée de boycott du vendredi 7 dernier. Et cette journée constitue en fait un deadline pour Orange. Parce que passé cette journée, on ira à une autre vitesse et vous verrez, Inch'Allah, ce qui se passera dans ce combat hautement citoyen et pacifique, Inch'Allah. L'actualité, c'est aussi l'impact de la pandémie sur le développement et l'emploi. On en reparle ce soir. L'Union nationale des 3P, paysans, patriotes, pêcheurs, demande à l'État de financer et de former les paysans. Son président, Mamadou Mané Gueye, recommande également un dialogue fécond entre l'État du Sénégal et les agriculteurs. Je vous propose de l'écouter. Nous avons demandé à l'État, surtout, de faire des enveloppements, de doter aux jeunes du matériel agricole adéquat, subventionné aussi. Bon, nous leur demandons aussi de les encadrer et de les former en coopérative. Parce que chaque village, si on forme une coopérative dans chaque village, on forme les jeunes, on leur donne du matériel, ils pourront même rester dans leur terroir sans pour autant faire l'exode rural dans la capitale. On voit que c'est un problème récurrent quand même. Oui, c'est un problème récurrent, vraiment. C'est un problème récurrent, mais quand même, il faut qu'on dialogue ça. Il faut qu'on dialogue. Ce qui s'est passé aussi à Ndengler, on en a parlé. Il faut privilégier le dialogue. Parce que les paysans ne sont pas réticents. Il suffit de dialoguer avec eux. Ils auront un terrain d'entente. Ce serait mieux que de leur forcer la main pour prendre leurs terres. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est invité à sauver les entreprises et les jeunes diplômés. Un appel lancé par la juriste Mariam Tchorga Koufaï. Elle répond à Sofiaba et Moussa Fall. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne que Covid, autant ça a impacté les autres secteurs, ça a impacté le monde de l'emploi. Et malheureusement, dire sur la question de l'impact du Covid sur l'emploi, ça ne devrait normalement pas être mon rôle. On s'attendait à ce que le ministère chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat le fasse. Malheureusement, ce ministre-là est dans un mutisme et personne ne peut le comprendre. Et aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il y a des impactés du Covid, notamment ceux qui ont été licenciés pour des motifs économiques. Et les diplômés sortis fraîchement des universités qui jusque-là peinent à trouver de l'emploi, s'ils ne l'ont pas eu pendant la période avant le Covid, ils ne pourront forcément pas l'avoir pendant la période de Covid. Je pense que la réponse juridique, l'État a commencé
à travers l'ordonnance que le président avait prise pour restreindre les possibilités de licenciement. Mais on peut dire que ce n'est pas suffisant. Il faut en plus de ça qu'il y ait d'autres initiatives qui tendent à la protection des salariés pour que les emplois soient protégés et que les diplômés là puissent voir leur compte se solder à la fin de ce Covid. Par arrêté interministériel, l'État a désormais exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée TVA une liste de 22 matériels de production d'énergie renouvelable. Une équipe de ITV est allée rencontrer un ingénieur et économiste. Ella Judiop vit dans une maison qui fonctionne à l'énergie solaire au Mokalsumba, Suleiman Meng. Des plaques photovoltaïques d'une capacité de 2 kW, des panneaux solaires thermiques, des briques de verre. Nous avons trouvé tout cet arsenal dans la maison en argile construite par Ella Diop, ingénieur, une maison qui produit de l'énergie solaire en abondance. Pour des raisons de qualité, j'avais délibérément acheté mes panneaux et tout ce qui est équipement entrant dans la conception du système en Allemagne. Parce que j'ai confiance quand même à ces producteurs, j'avais des contacts directs avec ces producteurs. Et donc je pouvais, même s'ils achetaient les panneaux en Allemagne ou bien s'ils les produisaient là-bas, ils veillaient à ce que quand même les produits soient de bonne qualité. Et donc ils faisaient vraiment un test qualité assez performant, raison pour laquelle j'avais donc opté à acheter tous ces équipements en Allemagne, à part le chauffe-eau solaire bien sûr qui a été acheté en Turquie, qui fait partie des pays qui sont quand même dans ce domaine très calés, à côté d'Israël, la Grèce et d'autres. La production journalière en électricité de la maison est estimée à 9 kWh, mais tout cela a un coût. On avait opté à acheter le tout ensemble et ça avait coûté très cher, il faut le dire, parce que ça a été fait en 2008, 2009 et en ce moment, donc, les onduleurs comme les autres équipements avaient des coûts qui tournaient vraiment autour de, par exemple, juste l'onduleur sorti d'usine, en Europe, il coûtait 2500 €. Donc, alors, quels sont les avantages d'avoir une maison connectée, énergie solaire? Bon, les avantages sont nombreux. D'abord, quand je pars du fait que l'investissement il est fait en une fois, après ce qu'il faut faire, c'est maintenir les panneaux, les nettoyer, les batteries aussi, veiller à ce que donc, tout soit en ordre. Et vous ne connaissez pas de coupure d'énergie, vous ne connaissez pas de facture, vous n'en recevez pas. Et puis d'autre part aussi, l'autre avantage, c'est que comme actuellement il y a une loi qui existe depuis 2018 qui permet d'être rémunéré pour le courant injecté, le courant solaire injecté dans le réseau, ça aussi c'est un avantage, bien que jusqu'à présent ça ne s'est pas encore matérialisé. L'énergie solaire est une source énergétique qui dépend directement du soleil. Inépuisable en pratique, cette énergie renouvelable a l'avantage d'être propre et de ne pas dégager de gaz à effet de serre. Elle est également la source de la plupart des autres énergies renouvelables, ainsi que des hydrocarbures fossiles. Merci beaucoup, Mokal Zumba. Le reste de l'actualité consacrée au bulletin santé du jour. 3 décès supplémentaires, 42 nouvelles contaminations. Les détails avec le docteur Mamadou Ndiaye de la prévention. 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 19 cas contacts suivis par nos services et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Thiès 3, HLM Grand Médine 2, Joal 2, Kolda 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Dalifort 1, Diourbel 1, Guédiawaye 1, HLM Grand Yoff 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Ngor Virage 1, Ouest Foire 1, Richard Toll 1, Tivaouane Peulh 1 et Ziguinchor 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés,
ce lundi 3 août 2020. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 432 cas ont été déclarés positifs, dont 6 920 guéris, 214 décédés et donc 3 297 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout le port obligatoire de masques dans les lieux publics et transports en cette période de retour de la plupart de nos compatriotes qui s'étaient déplacés à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la fête de Tabaski. En moins de 2 heures, la vidéo est devenue virale. Une explosion spectaculaire d'une rare violence qui a ému le monde. Cela s'est passé en début d'après-midi à Beyrouth, au Liban. Le bilan semble évoluer à la minute. Et pour le moment, les autorités locales parlent d'une trentaine de morts et plus de 300 blessés. Les détails dans la page internationale signée ce soir chez Hassan Afal. Nous commençons cette revue de l'actualité internationale par le Liban. La capitale libanaise a été secouée aujourd'hui par 2 fortes explosions dans la zone du port, selon des correspondants de l'AFP et de Reuters. Plusieurs vidéos en provenance des réseaux sociaux montrent la violence des déflagrations. Les déflagrations, dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville, notamment dans le port. Les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. Sur la chaîne de télévision libanaise LBC, le ministre de la Santé, Hamad Hassan, a affirmé qu'il y avait un grand nombre de blessés. Des sources médicales ont indiqué à Reuters qu'au moins 10 personnes avaient trouvé la mort suite à ces 2 explosions. Nous nous rendons à présent en Guinée, où des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption. Le collectif pour la transition en Guinée a déclaré avoir déposé plainte contre le président mardi devant le parquet national financier à Paris. Selon leur avocat Jean-Baptiste Souffron, ses opposants accusent le chef d'État guinéen ainsi que ses proches de corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Cette plainte intervient à la veille de la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Le collectif dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et la société française Alliance Minière, responsable créée en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée. Après avoir obtenu en 2017 un permis près de Bokeh, l'AMR avait cédé le gisement à un consortium franco-sino-singapourien pour un montant de 171 millions d'euros selon les plaignants. En Côte d'Ivoire, à moins de 3 mois de la présidentielle, la commission électorale indépendante a tenu une grande conférence de presse. Objectif, tenter d'éteindre un certain nombre de polémiques qui la visent. Le président de la CEI est resté prudent. Koulibaly Kubert Ibrahim a souvent fait référence à la loi au code électoral sur l'absence de Laurent Gbagbo des listes électorales, voire de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Selon leurs partisans, le président de la CEI a répondu qu'il ne savait pas s'ils étaient radiés, que les choses étaient gérées par ordinateur en comparant avec les listes de gens radiés par les ministères. Merci beaucoup, cher Hassan Afal, pour toutes ces actualités internationales. La suite du journal Les Sports, des retraites dans le monde du sport, l'impact de la pandémie du cyclisme, le tout avec Mohamedou Fodé Gassama.
Bundesliga allemande, les clubs s'accordent sur un possible retour des supporters pour la reprise. La prochaine saison de Bundesliga, qui doit reprendre à partir du 18 septembre prochain, pourrait commencer avec des supporters dans les stades. Au cours d'une conférence de presse, Christian Sefer, président de la Ligue allemande, a précisé le plan validé par les 36 clubs professionnels. Mais ce plan doit encore recevoir l'autorisation des gouvernements locaux. Coronavirus, Paul Scholes organise une fête et se fait réprimander par la police. L'ancienne gloire de Manchester United a été surpris en train d'organiser une fête dans son domicile d'Oldham sans respecter les mesures anti-Covid-19 mises en place dans la région. L'ancien gardien de but de la Roja, Iker Casillas, a annoncé la fin de sa carrière à 39 ans, un an après son malaise cardiaque avec le FC Porto. Au cours de son immense parcours, Casillas aura notamment gardé le but du Real Madrid pendant 15 ans et remporté la Coupe du Monde en 2010 avec la sélection espagnole. Cyclisme. Hué sur la route d'Occitanie, Froome insulte un spectateur. Chahuté par un spectateur sur la route d'Occitanie, Chris Froome a répondu à ce dernier en français, mais avec un langage assez fleur. La petite séquence a évidemment été filmée par un anonymat. Fodé Gassama, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diaraté dans un court instant. À 21h, décortique à culture avec Osama Monique Sagna, et à 21h30, votre émission Diatiar avec la Landiaï qui nous parle ce soir des séries sénégalaises et leur lot de commentaires. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.